249 lacunes du contrat. En observant la réaction de Bono Goodville, la confiance d'Angoulême grandit un peu. D'un mouvement rapide, il a retiré un stylo et du papier, se préparant à rédiger un certificat notarié. Le concept derrière cela était que Bono Goodville prête serment à une divinité, garantissant ainsi son honnêteté lors de l'interrogatoire ultérieur. Alors qu'Angoulême a posé sa signature, le papier émettait une radieuse lueur dorée. Bono Goodville déglutit nerveusement, sentant le poids de la situation. Ces dernières années, en tant que propriétaire d'usines bien connues à Trèves, il a découvert des connaissances mystiques et des pouvoirs extraordinaires qui dépassaient l'imagination des gens ordinaires. De telles questions ne lui étaient pas étrangères. C'était comme si l'un des trois ravisseurs le faisait exploser avec un corbeau enflammé, un autre conjurant des flammes noires et un troisième sautant du 3e étage. « Signez votre nom » ordonna Angoulême en remettant à Bono Goodville le certificat de notaire, désormais dépourvu de son éclat doré. « Très bien. » La main droite de Bono Goodville trembla alors qu'il inscrivait son nom sur le serment. À chaque trait, un éclair de lumière dorée émanait de sa calligraphie. Une fois qu'il eut fini, Angoulême parla d'une voix grave et autoritaire. « En quelle divinité croyez-vous ? Le dieu de la vapeur et des machines. » Pour Bono Goodville, cette question ne présentait aucun défi. Angoulême a procédé à l'enquête suivante. « Pourquoi avez-vous rendu visite au bureau du député le matin de l'explosion de l'usine chimique ?» Bono Goodville a hésité pendant 2 secondes. Craignant les pouvoirs surnaturels et les témoins divins, il répéta ce qu'il avait divulgué à Lumian et aux autres sous l'influence du sérum de vérité restant. Angoulême, Valentine et Imré se sont relayés pour poser des questions, permettant à Bono Goodville de reconstituer au plus juste sa conversation avec le secrétaire du député Rhône et son secrétaire adjoint Tybalt. Une fois l'enquête terminée, Angoulême a rendu le verdict à Bono Goodville. Vous serez arrêté pour incendie criminel, détonation délibérée d'une explosion et meurtre. Vos avoirs seront temporairement gelés en attendant l'indemnisation des personnes décédées et blessées. Le visage de Bono Goodville s'est vidé de ses couleurs alors qu'il s'effondrait dans le fauteuil inclinable, complètement épuisé. Valentine fit quelques pas vers la porte, jetant un coup d'œil au couloir au-delà. Baissant la voix, il proposa. « Diacre, après avoir amené ce scélérat blasphématoire à la préfecture de police, arrêterons-nous formellement le secrétaire du Gartois, Rhône ?» Angoulême soupira en secouant lentement la tête. « Pas encore. Tu n'as pas remarqué ? Rhône et Feu Tybalt étaient extrêmement prudents. Ils n'ont jamais explicitement suggéré que Bono Goodville était à l'origine de l'explosion de son usine chimique. Ils ont simplement insinué leur soutien à la politique du député et prêché une philosophie de décadence. Ils pourraient exploiter l'esprit aveuglé de Bono Goodville, en interprétant mal ses paroles pour justifier ses actes. Cela fait presque 2 jours, et trouver des traces de l'influence de Bono Goodville par des superpuissances s'avère difficile. En termes simples, nous manquons de preuves suffisantes pour appréhender le secrétaire Rhône et utiliser les pouvoirs des Beyondés dans l'interrogatoire. Nous ne pouvons le convoquer et l'interroger que par des moyens conventionnels. Valentine bouillonnait de colère, mais il réalisa qu'il ne pouvait rien faire. Il nourrissait la certitude inébranlable que quelque chose n'allait pas chez le secrétaire du député, mais en raison de la réglementation, il ne pouvait pas employer de méthode mystique pour l'affronter. Après une brève pause, il jeta un coup d'œil à Bono Goodville, affalé sur le fauteuil comme un tas de viande en décomposition, et parla d'une voix grave. Je suggère que nous le livrions au bûcher. Angoulême hocha la tête en s'adressant à Valentine et Imré. Continuons. Ramenez cet homme au quartier du marché, où il mérite de mourir de 10 manières différentes. Valentine fut interloquée. Dit-on, n'allons-nous pas retrouver les 3 Beyondés qui ont infiltré cet endroit? Angoulême rit. Pourquoi devrions-nous le faire? Valentine le regardait, perplexe devant l'approche de son diacre. Imré, habitué à ses habitudes, murmura. Les 3 Beyondés ont infiltré cet endroit sans piller ni blesser personne. Ils ont simplement cherché des informations sur l'explosion de l'usine chimique et la visite au bureau du député. Il est évident qu'ils possèdent un réel intérêt pour le secrétaire Rhône et le député Ugartois. Je me demande même s'ils appartiennent à l'ordre d'Aurora, et l'un d'eux est celui qui a tué le secrétaire adjoint Tybalt. Angoulême rit et ajouta. Puisque nous ne pouvons pas enquêter de manière approfondie sur le bureau du député en raison de contrats et de réglementations, pourquoi ne pas permettre à des Beyondés indomptés, tout aussi enclins à indiscret et à recourir à la violence, d'extraire le pu et de l'exposer au soleil? Cela ne poserait-il pas un problème? Lâcha Valentin. Amusé, Angoulême répondit. Bien sûr que non. Face à des individus rusés et habiles à exploiter les réglementations, nous devons être encore plus rusés et trouver des failles. Si besoin, et nous pouvons même collaborer avec des organisations secrètes et nous unir avec des Beyondés sauvages. Les contrats que nous avons avec des parlementaires et des hauts fonctionnaires ne limitent que certaines actions. Ils ne nous interdisent pas d'entretenir de mauvaises intentions ou de cultiver des informateurs parmi les Beyondés indomptés. De tels contrats ne limitent pas les actions des Beyondés indomptés. De même, ces contrats servent principalement de restriction. Ils ne nous obligent pas à entreprendre certaines actions. Parfois, nous pouvons observer les événements se dérouler sans transgresser le contrat tout en traitant les choses de la manière habituelle. Valentin, même sous le soleil, les ombres abondent.
Considérez par exemple les ombres de chacun. Vous devez apprendre à coexister avec eux. Parfois, vous devez les éliminer, et parfois, les utiliser pour exalter le soleil. Valentine a rappelé sa collaboration avec Lumian à Cordu et a accepté à contre-cœur les paroles du diacre. Il a tendu les bras et a répondu « Louez le soleil ». Angoulême a ajouté « Ce n'est pas moi qui ai inventé ces mots ». Depuis la disparition de l'empereur Roselle, les deux églises, le Parlement, le gouvernement, l'armée et le bureau 8 sont mêlés à des conflits. Chacun a accumulé une expérience de combat considérable qui ne serait pas considérée comme honnête dans un autre contexte. Par conséquent, pourquoi pensez-vous que j'autorise silencieusement la présence de Beyondé sauvages au milieu des foules du quartier du marché? Sur la seule base des assurances et de la rhétorique des surintendants? Non, je crois simplement qu'ils peuvent s'avérer utiles à un moment donné. Bien sûr, il est de la responsabilité de chacun de tolérer la convergence des hérétiques en une grande foule. Je ne fais pas exception. Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Valentine réfléchit en silence, s'abstenant de s'interroger davantage. Des tensions similaires étaient apparentes dans la province de Riston, bien qu'elles soient minimes en comparaison avec celle de Trèves. Après tout, c'était le cœur de la nation. Au cours de leur voyage depuis le métro de Trèves jusqu'au quartier du marché, Lumian, après avoir enlevé ses bandages, jeta un coup d'œil à Jenna silencieuse et remarqua avec désinvolture. « Je pensais que vous enverriez Bono Goodville sur place, le soumettant à un tourment inoubliable même s'il devenait un fantôme. Qui aurait cru que vous le poignarderiez simplement à l'épaule ?» Jenna pinça les lèvres et fit quelques pas en avant de répondre d'une voix feutrée. « S'il meurt maintenant, la procédure judiciaire d'indemnisation des accidents s'éternisera pendant des années. Cela pourrait même être symbolique. » Même si elle ne s'en souciait plus, de nombreuses personnes attendaient toujours justice. Franca hocha subtilement la tête et ajouta « N'ayez pas peur. Bono Goodville risque sans aucun doute la peine de mort. La seule question est celle des moyens. D'ailleurs, nous avons laissé des indices pour les Beyondé officiels. Tout comme nous protégeons Hugues Artois, nous contribuerons toujours à éliminer les dangers cachés. » Jenna a offert un sourire triste. « C'est le député que nous avons élu. Son secrétaire et son secrétaire adjoint nous ont accueillis intentionnellement avec une énorme explosion. »« As-tu peur ?» demanda Lumian d'un ton moqueur. Jenna se tut, momentanément à court de mots. Lumian a poursuivi. « Je n'ai jamais apprécié les avantages d'un ti et je n'ai jamais voté. Si je rencontrais une situation similaire, je n'épargnerais pas le secrétaire du député ni même le président qui gouverne ce pays. Ma sœur a dit un jour que le sang seul peut rembourser le sang. Je ne me soucie pas de l'identité de la personne qui saigne. » L'expression de Jenna se tordit une fois de plus et elle parla avec une teinte d'angoisse. « Ma mère m'a toujours appris à être gentille et à accepter le pardon. Je ne peux pas permettre à la souffrance et à la haine de dicter ma vie. De cette façon, je ne verrai jamais la lumière. » Sans attendre la réponse de Lumian et Franca, elle baissa la tête et serra les dents. « Mais je le méprise tellement. » Lumian pinça les lèvres et déclara « Si vous éliminez tous vos ennemis, votre vie ne sera pas gouvernée par la haine. » Jenna resta silencieuse pendant quelques secondes avant de faire un signe de tête laconique. « À tout le moins, je ne laisserai pas la secrétaire Rhône s'en tirer. » Franca l'a immédiatement félicitée. « Très bien. Maintenez cette détermination. » Elle a ensuite souligné. « Bien sûr, la vengeance ne peut pas être aveugle ou impulsive. Vous devez attendre d'être assez fort et saisir le moment opportun pour agir. Sinon, vous ne ferez que causer encore plus de mal à votre famille et à vos amis. Et de plus, vous devrez voir votre ennemi vivre une bonne vie. » « Très bien, » répondit doucement Jenna en hochant la tête. Tard dans la nuit, Jenna, vêtue de sa tenue habituelle, est rentrée chez elle au 17 rue Pasteur dans le quartier du Jardin botanique, les émotions en plein désarroi. Cet endroit était situé à proximité de la rue Saint-Hilaire dans le quartier du marché et de la multitude d'usines au sud du quartier du Jardin botanique. Auparavant, la famille de Jenna avait choisi de louer ce lieu pour le confort du travail d'Élodie et Julien. En ouvrant la porte, Jenna fut accueillie par la vue de son frère, Julien, accroupi près de la fenêtre, la tête enfouie dans ses mains. Son cœur se serra et sa voix trembla lorsqu'elle demanda « Julien, qu'est-ce qu'il y a ?» Illuminé par le clair de lune pourpre, Julien s'appuya contre la vieille table en bois, affichant une expression de terreur. « Ne me vire pas, ne me virez pas. Ma mère est décédée. Elle est vraiment décédée. C'est pour ça que je ne suis pas venue à l'usine cet après-midi. Ne me vire pas, ne me virez pas. Maman, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû te laisser seule dans la salle. Tout dépend de moi, entièrement. » Sanglots. Julien fondit en larmes, ressemblant à un enfant effrayé. Il semblait qu'il avait perdu la raison. Jenna se tenait dans l'obscurité devant la porte, regardant son frère d'un air absent. C'était comme si elle descendait lentement dans un abîme insondable.